J'ai le plaisir d'inviter le docteur Florian Gilles pour la prochaine présentation sur les cardiopathies chez la femme enceinte. Bonjour à tous, merci aux organisateurs pour l'invitation. Donc, je suis effectivement chargée de vous présenter les dernières recommandations sur la prise en charge des maladies vasculaires au cours de la grossesse. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Donc, pourquoi des recommandations? Les maladies cardiovasculaires sont une cause majeure de morbimortalité maternelle. On compte 33% de décès maternels liés aux maladies cardiovasculaires, dont 68% seraient des décès évitables. 4% des grossesses sont compliquées de maladies cardiovasculaires et ça monte à 10% si on prend en compte l'hypertension artérielle. Et les maladies cardiovasculaires sont responsables d'environ 25% des complications néonatales. Les dernières recommandations datent de 2018 et depuis, les registres, notamment européens, ont permis d'obtenir de nouvelles données, ce qui a permis de mettre à jour ces recommandations cette année. Ces recommandations insistent sur l'évaluation du risque maternel avec une prise en charge multidisciplinaire au sein de centres de référence avec la mise en place de Pregnancy Heart Team qui permettent donc d'évaluer le risque maternel et de proposer en fonction un plan de soins et un plan d'accouchement personnalisé pour chaque patiente. Comment est-ce qu'on évalue ce risque maternel? L'OMS a mis en place une classification. C'est la classification modifiée 2.0 qui stratifie donc le risque en 4 classes avec une classe 1 pour lesquelles il n'y a pas de risque de morbimortalité détectable jusqu'à la classe 4 qui est la classe la plus sévère avec un risque de morbimortalité extrêmement élevé avec des complications qui montent jusqu'à 50% selon les études. Et en fonction de cette classification, on va savoir comment prendre en charge notre patiente. Si la patiente est à faible risque de complications et de morbimortalité, à ce moment-là, elle peut être suivie par son cardiologue habituel et être prise en charge dans la maternité de son secteur. En revanche, pour les patientes qui présentent un risque plus élevé à partir des classes 2-3 jusqu'à la classe 4, à ce moment-là, il faut les adresser dans un centre de référence avec une prise en charge par cette Pregnancy Heart Team et avec un suivi de la grossesse et un accouchement qui doit se faire dans ce centre de référence. Donc les recommandations, elles vous proposent une classification pour chaque cardiopathie, avec le degré d'atteinte de chaque cardiopathie, vous pouvez savoir dans quelle classe se trouve votre patiente, si vous pouvez la prendre en charge ou il faut la référer à un centre spécialiste. Donc, il est recommandé d'utiliser cette classification OMS pour stratifier le risque de chaque patiente enceinte qui présente des comorbidités cardiovasculaires. Pour les patientes en classe 4, qui est la classe la plus sévère, il n'y a pas de contre-indication absolue à la grossesse. En revanche, la patiente doit bénéficier de conseils et d'informations spécifiques quant aux complications maternelles et aux risques fétaux potentiellement encourus, pour pouvoir prendre une décision qui sera collégiale entre les médecins et la patiente sur la poursuite ou non de la grossesse. Ensuite, je vais axer ma présentation sur ce qui me semble être le plus pratique pour le cardiologue au quotidien. Donc, pour commencer, la gestion des antithrombotiques pendant la grossesse, donc les anticoagulants. Donc, tout d'abord, les anticoagulants oraux directs sont contre-indiqués pendant la grossesse, ça c'est clair. Pour les patientes qui sont porteuses d'une prothèse valvulaire mécanique au cours du premier trimestre de grossesse, on sait que les AVK sont pourvoyeurs de malformations embryonnaires et fœtales. Néanmoins, les héparines de bas poids moléculaire augmentent le risque de complications thrombotiques pour les patientes porteuses d'une prothèse valvulaire mécanique. Du coup, chez les patientes qui sont bien équilibrées avec des doses d'AVK acceptables, il est recommandé de poursuivre les AVK au premier trimestre de grossesse. En revanche,
Chez les patientes qui ont un risque thrombotique plus faible ou qui ont des doses très élevées d'AVK, à ce moment-là, il faudra leur proposer un relais par une héparine de bas poids moléculaire avec une surveillance anti-DISA régulière. Si le risque thrombotique est très très élevé, que la patiente ne peut pas bénéficier de surveillance d'anti-DISA pour les HBPM, à ce moment-là, on peut relayer par une héparine non fractionnée, mais c'est beaucoup plus rare. Au cours du 2e et 3e trimestre, le risque de malformation liée aux AVK est beaucoup plus faible et donc il est recommandé de poursuivre les AVK en première intention pour le reste de la grossesse. Donc chez les patientes chez qui on poursuit les AVK, il est recommandé de monitorer les INR le plus fréquemment possible, donc au mieux de façon hebdomadaire, sinon au moins toutes les 2 semaines. Chez les patientes qu'on relaie par héparine de bas poids moléculaire, il est nécessaire d'effectuer une surveillance par anti-DISA. Si les anti-DISA ne sont pas disponibles, à ce moment-là, il n'est pas recommandé de la relayer par une HBPM. En ce qui concerne les autres indications d'anticoagulants, globalement, c'est les héparines de bas poids moléculaire qu'il faut utiliser pendant la grossesse, que ce soit pour les maladies thromboemboliques veineuses, pour les indications d'anticoagulation dans la fibrillation atriale ou les autres indications d'anticoagulation, notamment les thromboses intracardiaques ou les circulations de fond en non compliquées. Pour toutes les patientes qui sont sous anticoagulants, il est recommandé de planifier la date d'accouchement afin de pouvoir gérer au mieux les anticoagulants pendant la période périnatale. Chez les patientes qui sont sous AVK, il est recommandé de relayer par une héparine de bas poids moléculaire ou de l'HNF à partir de la 36e semaine de grossesse ou 2 semaines avant la date présumée d'accouchement. Chez les patientes qui sont à faible risque thrombotique, qui vont être relayées par une héparine de bas poids moléculaire, il est recommandé d'arrêter l'héparine 24 heures avant l'accouchement, qui se fera par voie basse sous péridurale. Et chez les patientes qui sont à risque thrombotique très élevé, l'HBPM sera relayé par de l'héparine non fractionnée 36 heures avant l'accouchement, qui sera elle-même arrêtée 4 à 6 heures avant l'accouchement. Si la patiente arrive le jour de l'accouchement sous AVK, il faut bien sûr arrêter l'AVK, contrôler l'INR, éventuellement administrer des concentrés de complexe prothrombonique ou du plasma frais congelé. On peut être également amené à administrer, faire une antagonisation par de la vitamine K. Dans tous les cas, l'accouchement se fera par césarienne sous anesthésie générale pour diminuer le risque de complications fétales. Ensuite, les anticoagulants sont repris dans les jours qui suivent l'accouchement, rarement dans les 24 premières heures parce qu'on sait que le risque hémorragique est élevé. L'anticoagulant qui est reprise est de l'HBPM ou une HNF et l'anticoagulation orale n'est reprise que 7 à 14 jours après l'accouchement à distance du risque hémorragique. En ce qui concerne les anti-agrégants plaquettaires, donc l'anti-agrégation plaquettaire de choix est la faible dose d'aspirine. En cas de nécessité d'une double anti-agression plaquettaire, c'est le clopidogrel qu'il faut utiliser comme inhibiteur des P2Y12. Si jamais on ne peut pas utiliser le clopidogrel pour cause de résistance, par exemple, à ce moment-là, on peut utiliser le prasugrel. En tout cas, le ticagrelor est contre-indiqué pendant la grossesse. Chez les patientes qui sont stentées, la durée de la double anti-agrégation plaquettaire est la même que chez n'importe quel patient en dehors de toute grossesse. Maintenant, un mot sur les médicaments qu'on utilise en cardiologie pendant la grossesse. Donc, dans l'insuffisance cardiaque, on est un peu limité puisqu'en fait, la plupart des traitements cardioprotecteurs qu'on utilise sont contre-indiqués pendant la grossesse. Donc, les ARA2, les IEC, le sacubitril/valsartan, les antagonistes des minéralocorticoïdes, les inhibiteurs du SGLT2 et l'ivabradine sont contre-indiqués pendant la grossesse. Donc, finalement, le seul traitement cardioprotecteur qu'on peut utiliser, c'est les bêta-bloquants avec une préférence pour ceux-là. Et ensuite, on peut utiliser du furosémide en traitement symptomatique si besoin. En ce qui concerne la cardiopathie ischémique, donc on a déjà vu les antiagrégants plaquettaires, on peut utiliser les bêta-bloquants. La nouveauté concerne surtout les statines, qui étaient jusqu'à présent contre-indiquées pendant la grossesse.
Finalement, les recommandations reviennent un peu sur leur position. On peut être amené à poursuivre la statine pendant la grossesse en cas de coronaropathie d'origine athérosclérotique avérée. Donc c'est une recommandation de classe 2B, donc au cas par cas en fonction des patientes et du risque et du bénéfice réel de la poursuite de la statine. Pour les arythmies, que ce soit les arythmies supraventriculaires ou ventriculaires, le traitement de première intention sont les bêta-bloquants. L'antiarythmique qu'on peut utiliser, c'est la flécaïne. La cordarone est formellement contre-indiquée pendant la grossesse. En ce qui concerne la fibrillation atriale, on a déjà vu que les anticoagulants oraux directs sont contre-indiqués. Donc c'est les héparines de Papua moléculaire qu'il faudra utiliser. Dans l'hypertension artérielle, les IEC, les ARA2 sont contre-indiqués pendant la grossesse. Donc finalement, les traitements de choix à utiliser sont les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques non bradycardisants et le méthyldopa, qui est un antihypertenseur central très utilisé par les gynécologues, c'est l'aldomètre. Dans l'hypertension pulmonaire, la plupart des médicaments sont contre-indiqués. Les seuls qu'on peut utiliser sont le sildenafil et l'iloprost. Pour les aortopathies, il est recommandé de poursuivre ou d'instaurer un traitement bêta-bloquant chez les patientes qui sont à haut risque, notamment qui ont par exemple une maladie de Marfan. Ensuite, s'il faut utiliser un traitement antihypertenseur, c'est ceux qu'on a vus tout à l'heure, les IEC ou les ARA2 sont contre-indiqués. Un mot sur la prise en charge des aortopathies. Il est recommandé de réaliser une chirurgie prophylactique avant la grossesse chez les patientes qui sont à haut risque. Donc, en fonction de leur risque identifié, il faut les opérer si l'anévrisme est supérieur à 45 ou 50 mm. Donc, en prophylactique avant une éventuelle grossesse. Chez les patientes qui ne se sont pas fait opérer avant la grossesse, il est recommandé de réaliser un accouchement par césarienne si l'anévrisme fait plus de 45 mm. En cas d'aortopathie sans anévrisme significatif avec une aorte jusqu'à 40 mm, un accouchement par voie basse est recommandé en première intention. Un mot maintenant sur la cardiopathie du péripartum. Donc, elle est définie comme une insuffisance cardiaque inférieure à 45% sans autre cause d'insuffisance cardiaque retrouvée, qui survient pendant la période périnatale ou les mois qui suivent l'accouchement. On estime environ un cas sur 2000 naissances, mais avec une incidence très variable en fonction des zones géographiques. C'est environ 1 à 4 naissances sur 4000 aux États-Unis et 10 sur 1000 au Nigeria. La présentation clinique est assez diverse, mais en général, c'est plutôt une symptomatologie d'insuffisance cardiaque. Et le diagnostic repose sur une analyse multimodale, donc qui associe un examen physique, un électrocardiogramme, un bilan biologique avec un dosage du NT-proBNP, une échographie cardiaque et une IRM pour éliminer surtout le diagnostic différentiel de myocardite. Les facteurs de risque de cardiopathie du péripartum sont surtout environnementaux et génétiques. Donc on a vu qu'il y a une disparité très importante en fonction de l'origine ethnique et de la zone géographique de la patiente. Les antécédents familiaux ou personnels peuvent prédisposer aussi au risque de cardiopathie du péripartum. 15% environ des patientes présentent des mutations génétiques avec des variants dans les gènes des cardiomyopathies dilatées. Les âges dits extrêmes de la grossesse, moins de 20 ans ou plus de 40 ans, sont aussi un facteur de risque. La malnutrition, la présence d'une grossesse multiple, les traitements de procréation médicalement assistés, les facteurs de risque cardiovasculaire, donc le tabagisme, le diabète ou l'hypertension, sont aussi pourvoyeurs de cardiopathie du péripartum. Et enfin, l'utilisation prolongée d'agents tocolytiques. Comment traiter ces patientes? La cardiopathie du péripartum, c'est de l'insuffisance cardiaque. Donc le traitement repose sur l'arsenal thérapeutique de l'insuffisance cardiaque. La majorité des cardiopathies du péripartum surviennent en postpartum. Donc on peut utiliser tous les traitements disponibles dans l'insuffisance cardiaque. Si ça survient avant l'accouchement, on pourra utiliser seulement les bêta-bloquants dans l'insuffisance cardiaque ou un traitement symptomatique par furosémide. On peut éventuellement utiliser la bromocriptine, qui est un inhibiteur de la synthèse de la prolactine, qui serait
probablement responsable d'une dysfonction endothéliale et d'une altération de la FEVG en postpartum. Si on utilise la bromocriptine, il est recommandé de mettre en place une anticoagulation préventive devant la majoration du risque thromboembolique. Dans tous les cas, il est recommandé de poursuivre le traitement jusqu'à 12 mois après récupération complète de la FEVG ou des volumes ventriculaires. On peut être amené à proposer également un défibrillateur externe temporaire en cas de dysfonction VG inférieure à 35% chez certaines patientes. Que deviennent ces patientes ? 25 à 60% des patientes retrouvent une FEVG normale dans les 6 mois, mais c'est très dépendant de l'origine ethnique de la patiente et de sa zone géographique, avec probablement un moindre accès au traitement de l'insuffisance cardiaque dans les pays en voie de développement. Dans tous les cas, il est recommandé à la patiente, la patiente doit être informée du risque important de récidive en cas de nouvelle grossesse, et donc il doit lui être proposé une contraception en post-accouchement. Et il est recommandé également de lui proposer un conseil génétique avec une recherche génétique, puisqu'on a vu qu'un certain nombre étaient en fait porteuses de variants de gènes de cardiomyopathie dilatée. Voilà, donc en conclusion, ces recommandations insistent sur l'évaluation du risque maternel à partir de la nouvelle classification OMS 2.0 qui permettent éventuellement de savoir s'il faut adresser la patiente à une pregnant heart team si jamais elle est à risque élevé. En cas de classe 4 de patiente très à risque, il est nécessaire de mettre en place une discussion collégiale et d'informer la patiente des risques qu'elle encourt pour la poursuite ou non de la grossesse. Dans la plupart des cas, l'accouchement par voie basse est l'accouchement de premier choix qu'il faut privilégier. En ce qui concerne les anticoagulants, donc les AOD sont contre-indiqués. Dans le traitement de l'insuffisance cardiaque, la plupart des médicaments sont contre-indiqués, seuls les bêta-bloquants peuvent être utilisés. Dans l'hypertension artérielle, 3 classes médicamenteuses sont à utiliser, donc la méthyldopa, les bêta-bloquants et les inhibiteurs calciques. La cardiopathie du péripartum, on a vu que ça relève des traitements de l'insuffisance cardiaque et qu'une grossesse ultérieure n'est pas recommandée. Et enfin, pour chaque cardiopathie spécifique, les recommandations proposent une prise en charge spécifique pour chaque atteinte. Donc vous pouvez vous référer à ces recommandations selon les cas qui se présentent à vous. Je vous remercie pour votre attention. Merci Floriane pour cette présentation sur un sujet qui met parfois les cardiologues mal à l'aise. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, là-bas. Et puis là-bas. Alors, bravo pour la belle présentation sur la grossesse. Alors, les recommandations nous disent que dans l'insuffisance cardiaque, on n'a que les bêta-bloquants. Pourtant, nous savons que les digitaliques, notamment la digitoxine, reviennent en force. Et vous, qu'est-ce que vous nous dites ? Est-ce qu'on peut considérer qu'en dehors des bêta-bloquants, on peut aussi compter sur les digitaliques chez la femme enceinte ? Les recommandations disent qu'on peut utiliser la digoxine en cas de fibrillation atriale, notamment chez la femme enceinte. Donc, pourquoi pas éventuellement l'utiliser dans l'insuffisance cardiaque. Après, c'est vrai qu'on n'utilise plus vraiment la digoxine comme traitement de l'insuffisance cardiaque. Non, mais ça revient vraiment. C'est pas contre-indiqué dans la grossesse. La digoxine peut être utilisée. D'autres questions ? On sait pourquoi l'athénolol est le mauvais petit canard des bêta-bloquants. Je ne pourrais pas vous dire. Merci. Je pense que peut-être il y a plus de passage fœtal avec un risque de troubles conductifs et de retard de croissance plus important. Moi, c'est une révélation. Là. Je ne faisais pas de distinction entre les bêta-bloquants. C'est peut-être une histoire d'étude. Monsieur ? D'autres questions ? Il faut l'attraper, c'est bon. J'ai une toute petite question un peu idiote. Vous prenez quel poids pour les HBPM ? Il faut prendre le poids en tout début de grossesse. Pas le poids à 9 mois. D'autres questions ? On va passer. Merci beaucoup encore une fois. Merci Floriane.
plaisir de donner la parole au docteur Alain Berenfeld de UCL qui va nous parler de consensus sur la santé mentale. Merci. Comment on trouve la présentation? Monsieur, comment on trouve la présentation? Je profite pour vous rappeler que vous avez une synthèse des recommandations dans notre revue Cardio-H. Pour cette revue, on a toute l'équipe à travailler, surtout Dr Temgoa, que je souhaite féliciter encore une fois. Et puis n'oubliez pas, vous avez l'application, vous pouvez poser des questions, en espérant que ce problème technique va se résoudre rapidement, puisqu'on est déjà en retard. Merci. Bonjour. Alors, je tiens à remercier le CNCH pour cette invitation. Je suis très honoré et très heureux d'être présent pour parler de ce sujet qui me tient à cœur, la santé mentale, le bien-être. Et ma mission est de vous rapporter le contenu du consensus qui a été diffusé lors des dernières ESC sur ce lien un peu toxique qui existe entre les états mentaux et les maladies cardiaques, et c'est un lien toxique bilatéral dans les deux sens. Tous les chiffres que je donnerai, vous les retrouvez dans le consensus, donc tout est issu de ce consensus. Et globalement, 80% traitent de la dépression et de l'anxiété, donc je focaliserai ma présentation sur ces deux entités. Il y a quelques autres petits sous-chapitres. Alors, j'ai aucun conflit d'intérêt. Alors, je vais juste quand même me présenter. Je ne suis pas psychiatre, je suis bien cardiologue. J'ai une particularité, c'est que je pratique la méditation depuis près de 20 ans. Et je suis instructeur de pleine conscience depuis 2019 et j'organise des cycles de pleine conscience tant pour les malades que les soignants ou les directeurs, les cadres. Je suis également coprésident de l'ADM, qui est la principale association en France qui forme les instructeurs et qui diffuse l'ADM tant dans les milieux de soins que dans les milieux professionnels. Et j'ai également quelques notions de neurosciences, puisque j'ai travaillé à Strasbourg lors du DU, qui a l'intérêt de nous expliquer un petit peu les conséquences sur notre cerveau de la méditation et les impacts sur la santé, pas qu'en cardiologie. Donc j'ai juste un tout petit rappel de sémiologie, parce que c'est la thématique, que la dépression, les caractéristiques, c'est une mauvaise humeur, une perte de plaisir et d'intérêt dans les activités pendant de longues périodes. Et les symptômes qui en découlent sont des sentiments de tristesse, de vide, de désespoir, difficulté de concentration, perte d'intérêt pour les choses que l'on appréciait, sentiment de dévalorisation, de culpabilité et très souvent des troubles du sommeil. Alors, ce qui est intéressant, et ce consensus clarifie bien les choses, c'est qu'en fait, la dépression est un facteur de risque cardiovasculaire. Et il y a plusieurs chiffres qui sont rapportés, mais le hazard ratio est de 1,14 à 1,55 de risque de pathologie cardiaque ou de décès de toute cause. Par ailleurs, ensuite, quand on regarde dans nos populations de malades, on s'aperçoit que la prévalence de la dépression est anormalement augmentée. Vous avez ici la prévalence dans la population normale qui est aux alentours de 4 à 6% plutôt en Europe. Et quand on regarde après tous les items des différentes pathologies, on s'aperçoit qu'il y a une prévalence qui est bien supérieure. En gros, les pathologies cardiaques fragilisent nos patients et favorisent l'émergence de la dépression. Dans ce tableau, il y a un chiffre qui m'a un peu surpris, que je ne connaissais pas du tout, c'est que la fibrillation auriculaire est une cause importante pour déclencher des états dépressifs. Alors vous voyez, c'est quelque chose quand même qui est particulier, qui est franchement singulier. C'est-à-dire qu'habituellement, nous, nos patients, quand on les prend en charge, généralement, quand ils développent une pathologie cardiaque, on va essayer
prendre en charge leurs facteurs de risque cardiovasculaire et essayer de les supprimer. Et là, on s'aperçoit que dans cette thématique, au moment du problème cardiologique, on déclenche possiblement un facteur de risque cardiovasculaire. Donc la question qui se pose après, du coup, ce facteur de risque, quel impact il a sur le pronostic du patient? Et bien là, sans surprise, il y a une aggravation. Si quelqu'un a fait un infarctus et développe une dépression, il augmente son risque de mortalité de 22%, d'événements cardiovasculaires de 13%. S'il est dépressif après une poussée d'insuffisance cardiaque, il a 2 fois plus de risque de décéder ou d'avoir des événements cardiovasculaires. Et là aussi, la fibrillation auriculaire, c'est un sujet que je ne connaissais pas du tout, mais si le patient arrive avec un état dépressif au moment de l'ablation, il a une augmentation des récurrences d'arythmie. Et par ailleurs, le patient qui est dépressif pose des problèmes dans son autogestion et dans l'adhérence au traitement. Ce sont des patients qui sont moins observants, qui ont souvent des mauvaises hygiènes de vie, qui sont sédentaires, qu'il est difficile de se sevrer du tabac. Et généralement, ils essayent d'éviter la réadaptation cardiaque. Et s'ils y vont, généralement, ils vont en faire le moins possible. Alors l'autre entité, c'est l'anxiété. L'anxiété est caractérisée par une inquiétude s'accompagnant de symptômes physiques et psychologiques, agitation, fatigue, difficulté de concentration, irritabilité, tension musculaire, troubles du sommeil. Alors il y a une entité particulière qui est l'anxiété aiguë, qui peut mimer des tableaux cardiologiques et qu'on connaît bien, ces patients qu'on voit en urgence dans des crises d'angoisse et qui vont avoir des palpitations, dyspnées, douleurs thoraciques, vertiges, sans qu'il y ait de pathologie cardiaque sous-jacente. Et c'est parfois associé à un sentiment de peur. Et là aussi, l'anxiété, en fait, est un facteur de risque cardiovasculaire. Et là, dans le cadre de la survenue de maladie cardiovasculaire ou de décès cardiaque, on a un hasard ratio de 1,52. Comme pour la dépression, si on regarde chez nos patients, le fait d'avoir développé une pathologie, ça favorise la survenue d'anxiété. Et dans la population générale, on est plutôt à 4%. Si vous regardez tous les items, cardiopathie ischémique, insuffisance cardiaque, fibrillation auriculaire, dans tous les items, il y a une prévalence qui est bien plus importante. Donc là aussi, nos malades sont exposés à la survenue d'états anxieux. Et là encore, se pose la question, mais du coup, quel impact sur le devenir de ce cardiaque, qui du coup a un nouveau facteur de risque cardiovasculaire? Après un syndrome coronarien, s'il y a de l'anxiété dans les 2 premiers mois, il n'y a pas de conséquences particulières. Par contre, si l'anxiété survient après 3 mois, il y a une augmentation du risque d'événements cardiovasculaires sur un suivi de 2 ans qui est multiplié par 2. Les poses défibrillateurs, l'anxiété est prédicteur d'une mortalité avec un odds ratio à 4,17. Et parfois, l'anxiété peut être bénéfique. C'est très rare, mais ça peut être des patients qu'on connaît qui sont hyper adhérents, au contraire, qui ne vont pas rater leur prise, qui sont hyper stressés sur la prise en charge. Donc, mais ce n'est pas la majorité. La plupart du temps, les anxieux ont un mauvais style de vie, alcool, sédentarité, etc., une mauvaise adhérence au traitement. Alors, quelques particularités, c'est les conditions de vie. On sait que la solitude chez nos patients entraîne un risque de surmortalité. Et l'autre sujet, c'est qu'on ne s'occupe pas du tout des aidants. Or, il se trouve que les aidants sont également soumis à un stress et peuvent avoir des problèmes de santé associés. Alors, dans les recommandations, il est proposé le WHO, WHEN et AO, c'est-à-dire qui dépiste quand et comment. Donc, ça peut être les cardiologues, mais ce qui est suggéré, c'est de créer de véritables équipes psychocardio. Quand, au moins une fois après un événement cardiovasculaire, mais peut-être pas à la phase aiguë, attendre un petit peu et refaire si besoin. Et comment? Il y a plusieurs manières, à travers des consultations, des questionnaires, mais pour les cardiologues, ils nous ont proposé ça. C'est juste le GAT2. Il y a 2 questions à poser. Êtes-vous dérangé par un sentiment de tristesse, de dépression ou de désespoir? Êtes-vous dérangé par un manque d'intérêt?
Et si le patient répond à une des deux questions, il faut l'adresser pour un approfondissement en tous les cas. Et ces deux petites questions, elles ont ce pouvoir de bien dépister les patients, mais par contre, c'est pas spécifique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire derrière ? Il y a des propositions autour des thérapies cognitives et comportementales, donc après des psychologues ou psychiatres, techniques fiables et sûres. Il y a des programmes de psychoéducation qui ont fait leurs preuves avec des réadaptations sur plus de 3 mois. Il y a le cycle MBSR qui est cité à plusieurs reprises, qui est un travail un peu particulier de travail sur le corps, travail sur les processus mentaux, les réactivités mentaux, apprendre aux patients à les observer, les accueillir, mais on va en parler un tout petit peu plus après. Et il y a d'autres possibilités. Il y a l'exercice physique, la diététique et l'arrêt du tabac qui ont l'avantage d'avoir un double effet direct sur le cœur et sur le mental. Il y a également des propositions d'hygiène du sommeil. Il y a des outils numériques aujourd'hui qui peuvent être très utiles, une sorte de coach pour le sport, l'arrêt du tabac. Ça a été évalué dans certaines pathologies, dans les cardiopathie ischémique. A priori, c'est positif. Et il y a les médicaments. Alors les antidépresseurs, clairement, les experts n'en font pas la promotion. Ils citent tous les effets indésirables des antidépresseurs. Et même dans les nouveaux antidépresseurs, il y a des risques d'hypotension, d'allongement du QT, de prise de poids, d'interaction médicamenteuse. Et en fait, les antidépresseurs, même récents au long cours, favoriseraient l'hypertension, le diabète et l'obésité. Donc c'est pas le gold standard. Et là, je vais vous proposer une courte vidéo de 3 minutes pour que vous ayez une petite idée de ce que c'est que la pleine conscience et le MBSR. Il n'y a pas le son. Ah. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la pleine conscience ? La définition exacte est la pleine conscience est la conscience qui se manifeste lorsque l'on porte son attention délibérément sur l'expérience du moment présent, sans jugement. Alors en fait, c'est très difficile. Habituellement, on est plutôt perdu dans des pensées en lien avec le passé ou le futur, mais ça peut aussi être de la pure rêverie. Et quand l'esprit est présent à l'expérience qui se déroule, généralement, l'esprit l'étiquette en moment agréable, désagréable ou neutre. Et cette façon de faire va déclencher des réactions qui nous sont propres. Typiquement, si le moment est ressenti comme agréable, on va vouloir y rester ou y revenir le plus vite possible. S'il est désagréable, on va tenter de s'en échapper et éviter d'y retourner. Cette capacité d'être présent est une potentielle qualité naturelle, mais elle a vraiment besoin d'être développée. Qu'est-ce que la pleine conscience t'a apporté ? Là, j'ai vu beaucoup de répercussions dès l'instant où j'ai commencé à pratiquer. Revenir encore et encore dans le moment présent m'a appris à mieux savourer chaque instant de vie qui passe. Je ressens plus de joie intérieure. Un des points clés de la pleine conscience est d'essayer de rester présent même dans des situations difficiles. Lorsqu'elles surviennent, je suis en relation avec elles complètement différemment. Désormais, je me laisse moins déborder par des émotions, je suis moins dans une réaction immédiate de stress, et les réponses que je peux apporter sont plus adaptées, plus sereines. Est-ce qu'il y a un intérêt à amener la pleine conscience dans les milieux professionnels ? Oui, il y a beaucoup de bénéfices, surtout si la formation est transmise à des équipes entières. Mais il faut savoir que chacun doit être volontaire. On ne force pas un agent à suivre ce type de formation. Les bénéfices sont multiples sur les personnes et l'organisation. Optimisation de l'attention, autorégulation émotionnelle, prévention de la gestion des conflits, amélioration de la communication et de la tenue des réunions. Et toi qui es médecin, est-ce que tu peux nous dire quels sont les bénéfices pour la santé ? La pleine conscience est très présente dans la médecine intégrative. Aujourd'hui, il y a des dizaines de milliers d'études qui prouvent son intérêt dans pratiquement toutes les disciplines de la médecine et elle commence même à apparaître dans les recommandations des sociétés savantes comme en cancérologie. Les pratiques de pleine conscience favorisent de manière générale une bonne santé de la même manière que le sport ou une alimentation saine et équilibrée. Malgré tout, les problèmes de santé sont inévitables au cours de notre vie. Et à ce moment-là, la pleine conscience permet de s'adapter à tous les stades de la maladie et se sentir vivant. Et quel est l'impact sur notre cerveau ?
Les premières études médicales ont été réalisées chez des patients dépressifs et ce qui a été observé chez ces patients, c'est que les épisodes de dépression s'espacent progressivement, deviennent moins sévères et les doses de médicaments nécessaires peuvent souvent être diminuées. Les pratiques de pleine conscience sont millénaires puisqu'elles nous viennent du bouddhisme et c'est seulement ces dernières années que le développement des neurosciences a permis de montrer comment la pleine conscience agit au niveau du cerveau. En dehors de toute pathologie, le simple fait de pratiquer entraîne dès 8 semaines un changement des circuits neuronaux montrés par les IRM fonctionnels. Et les centres émotionnels ne sont plus activés de la même manière. Alors, pour conclure, l'anxiété et la dépression sont de véritables facteurs de risque cardiovasculaire et devraient être pris en charge comme le tabac, l'hypercholestérolémie. La survenue d'une pathologie cardiaque favorise la survenue de l'anxiété et de la dépression et que la dépression ou l'anxiété chez un cardiaque altère son pronostic. Il y a un intérêt à le dépister, mais aussi d'être attentif aux aidants. Il y a un intérêt à envisager de créer des vraies filières psychocardio. Il y a un intérêt du MBSR. Alors, je ne vais pas donner de chiffres sur les bénéfices du MBSR dans les maladies cardiovasculaires. Dans le rapport sur France Associés, il n'y en a pas. Mais comme ce soir, à 17h30, le docteur Temgoua, dans le Speed Data, donnera les résultats de la méta-analyse qui a été faite et auquel j'ai un peu participé, mais c'est lui qui en revient le travail, les résultats de méta-analyse sur le MBSR, les maladies cardiométabolites. Donc vous aurez les chiffres ce soir. Et le dernier message que je veux donner, c'est la conclusion. La conclusion, c'est le principal message. Et si ce message est bien compris, intégré, je pense qu'il y aura beaucoup de progrès de fait. C'est qu'il y a un intérêt aujourd'hui à ce que les cardiologues participent à un cycle MBSR. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Alain, c'était impressionnant, je te félicite, on te félicite. Et peut-être il faut intégrer cette formation dans notre formation de base. Est-ce qu'on a juste 2 minutes pour 2 questions, s'il vous plaît? Juste avant de passer la parole à la salle, merci aussi au Dr Bernfeld pour cette présentation hypnotisante. Je peux juste dire une chose, j'ai la chance de vivre avec une psychiatre et je peux vous dire que la relation entre cœur et mental n'est pas toujours toxique. Deux questions rapides, s'il vous plaît. Alors, un microphone ici et un de l'autre côté. Moi, j'ai une question concernant justement l'altération du pronostic chez les patients dépressifs ou anxieux. Est-ce que cette altération du pronostic, elle se fait indépendamment est-ce qu'on a une information sur est-ce qu'elle est indépendante des comportements justement des patients qui souffrent de ces maladies-là En gros, est-ce que c'est la dépression en elle-même qui, par des mécanismes, va altérer le pronostic du patient, ou est-ce que c'est les comportements qu'engendre la dépression qui va en être à l'origine? Alors les causes des complications cardiovasculaires, elles sont de 4 ordres dans la dépression. C'est d'une part la dérégulation des systèmes autonomes végétatifs, c'est l'activation des systèmes neuroendocrines et c'est l'activation des systèmes inflammatoires. Et le 4e facteur, effectivement, c'est les comportements anormaux qui peuvent être associés de tabac, d'alcool, etc. Donc c'est les modes de vie, c'est un des 4 facteurs. L'autre question, s'il vous plaît. Vous conseillez une prise en charge psychologique à tous les cardiaques dans ces conditions pour anticiper sur la dépression ou l'anxiété? Le problème, ça va être de trouver le psychiatre ou le psychologue qui va bien vouloir prendre le patient. Je veux dire, il va falloir qu'on sélecte quand même. C'est dur aujourd'hui de trouver des correspondants, donc il va falloir qu'on arrive. C'est tout l'idée de la filière. Hein. Le rêve, c'est de faire comme en cancéro, où le cancérologue ne se soucie, mais il n'a même pas besoin de déclencher les choses. Il y a les soins de support qui prennent en charge les malades dans leur globalité. Et il faudrait qu'on arrive à faire ça en cardiologie aussi. Hein. Je me rappelle, il y a certains services qui ont un psychologue sur place qui travaille dans le service. Normalement, il me semble que c'est obligatoire qu'un service de cardiologie ait à sa disposition un psychologue, hein, dans le cahier des charges. Merci. C'est vrai.
Merci à tout le monde d'avoir participé à cette session. Merci à mes collègues. Merci aussi.